Aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler d'une grande découverte. Elle a été annoncée donc en février dernier par les collaborations LIGO et Virgo, dont je fais partie. Alors en fait, je vais vous parler d'un événement bien particulier, un événement que nous avons détecté, d'ondes gravitationnelles. Et ces ondes gravitationnelles ont été émises par un système de deux trous noirs, comme vous voyez sur l'écran. Ce ne sont pas les véritables trous noirs que nous avons observés, hein. Il s'agit ici d'une animation, une simulation, mais quand même basée sur l'événement que nous avons observé. Donc je vais vous en dire beaucoup plus par la suite. Simplement aussi à travers cette présentation, il me semblait intéressant aussi de vous faire vivre cette découverte de l'intérieur. Parce que vraiment, pour moi, ça a été un grand moment à travers ces 5 mois de travailler là-dessus, un peu en secret, de voir un peu les différents développements qui se sont passés à l'intérieur de la collaboration. Donc je vais vous donner quelques petites anecdotes et puis voir un peu comment ça s'est déroulé pour vous donner un peu une idée de comment se passe, enfin, vu de l'intérieur, une telle découverte. Donc cette présentation, véritablement, c'est l'histoire de deux trous noirs. Ah oui, un petit détail, mes transparents sont tous en anglais, mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous me le dites hein, si jamais il y a un problème de traduction. Je vais vous parler donc d'un système de deux trous noirs qui ont émis donc des ondes gravitationnelles que nous avons détectées en fait l'année dernière, en septembre 2015, dans les détecteurs conçus spécialement pour détecter ces ondes gravitationnelles. Donc je vais expliquer tout ça. Mais avant, je voulais vous montrer un petit film, encore une fois une simulation, de ce qui s'est passé véritablement il y a à peu près 1 milliard d'années. Donc, bon, peut-être qu'il va vous manquer quelques clés, mais je vais revenir par la suite surtout sur ce phénomène. Donc, ce que vous voyez là, ce sont donc deux trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre. Alors, ce que nous avons vu, en fait, ce sont vraiment les derniers instants de ce système. Les deux trous noirs sont très proches l'un de l'autre. Donc, ce que vous voyez en couleur, en fait, c'est la structure de l'espace-temps qui est déformée par ces trous noirs. Donc, la masse de ces objets est telle qu'elle déforme l'espace-temps et provoque ces singularités que nous voyons là. Donc le système perd de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles. Et c'est pourquoi la distance entre les deux trous noirs diminue, les deux objets se rapprochent. Et donc là, il y a un ralenti pour voir vraiment ce qui se passe parce que ça va très très vite. Donc ces deux objets se rapprochent jusqu'à en fait fusionner, comme vous pouvez le voir ici. Donc à ce moment-là, une grande quantité d'ondes gravitationnelles est produite, et jusqu'à former un trou noir final, donc de masse beaucoup plus grande bien évidemment, et qui lui aussi est produit dans un état excité et qui va perdre de l'énergie en émettant ces ondes gravitationnelles, pour finalement terminer au repos, et voilà. Alors, donc je comprends bien qu'il y a beaucoup de concepts physiques qu'il va falloir que j'explique. Donc pour commencer, je voudrais résumer donc les 3 étapes en fait de ce phénomène. Donc je reviens, donc c'est les deux trous noirs qui spiralent l'un autour de l'autre. Ils perdent de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles et donc se rapprochent de plus en plus jusqu'à fusionner. Alors c'est bizarre parce qu'il me manque le bas de mes transparents. Bon. Juste pour vous dire, donc, la première phase où les deux trous noirs orbitent l'un autour de l'autre, on appelle ça donc la phase in spiral en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction française. La phase où les deux trous noirs fusionnent, en anglais on appelle ça le merger. Et finalement, donc le trou noir final qui se désexcite, nous appelons ça le ring down. C'est un peu du jargon, mais malheureusement j'ai tendance à utiliser directement ces termes. Voilà, et donc le trou noir se désexcite et on voit les ondes gravitationnelles qui sont émises. Donc nous avons étudié ce système, et nous avons pu donc mesurer un certain nombre de grandeurs physiques. Alors, tout est résumé ici. Je ne vous demande pas de regarder tous les chiffres un par un. Je voudrais juste attirer votre attention sur quelques chiffres clés. D'abord, la masse de ces trous noirs. Donc les deux trous noirs ont une masse en fait très très grande, de l'ordre de 30 masses solaires chacun, donc 30 fois la masse de notre Soleil. Et le trou noir final est plus ou moins la somme des deux, c'est-à-dire une soixantaine de masses solaires. Donc c'était déjà une première surprise pour nous de mesurer de telles masses. Jusqu'à présent, on ne savait pas véritablement si de tels trous noirs, en tout cas avec de telles masses, pouvaient exister dans notre univers. Donc c'est une première surprise vis-à-vis de cette découverte. Un autre chiffre clé, je vous ai dit que c'était tout ce que je vous ai montré dans le film tout à l'heure, c'est passé très rapidement, hein, on parle vraiment d'une fraction de seconde.
En fait, ce que l'on peut détecter, c'est uniquement véritablement la fin de ce système binaire. Donc, il s'agit de quelques centaines de millisecondes. Et finalement, aussi la taille, je ne vous ai pas donné une échelle sur ce petit film. Il faut vraiment avoir en tête que c'est extrêmement compact. On parle de quelques centaines de kilomètres qui espacent les deux trous noirs. Et la taille du trou noir final, excusez-moi, je commente ce chiffre-là. La taille du trou noir final est de l'ordre de 200 km. Un autre chiffre qui pourra vous étonner, donc dans tout ce processus, l'énergie émise en ondes gravitationnelles est colossale. Juste en 200 millisecondes, c'est l'équivalent de 3 fois la masse de notre Soleil qui est mise en énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc voilà pour les chiffres. Il y a d'autres chiffres que je vais commenter par la suite. Mais avant cela, donc, je vais revenir un peu sur les concepts de base. Donc derrière tout ça se cache une grande idée d'Einstein qu'on appelle la théorie de la relativité générale. Donc il l'a formulée en 1915. Donc tout part d'une idée en fait très très simple, les expériences de pensée, comme aimait à dire M. Einstein. Donc cela repose en fait sur un principe d'équivalence qui existait en fait avant lui, mais qui a été généralisé. En fait, l'idée, c'est de considérer donc un observateur qui lance un objet soit dans un habitacle sujet à une accélération, ou bien tout simplement dans un champ de gravitation, par exemple sur Terre. En fait, le principe d'équivalence stipule que dans les deux cas, l'observateur ne pourra pas faire la différence, juste en regardant le mouvement de l'objet qu'il lance. Alors évidemment, il faut que le champ de gravitation soit équivalent à l'accélération ici de l'habitacle. Et à partir de ça, c'est à partir de ça véritablement que M. Einstein a développé sa théorie. Il a reformulé en fait l'idée bien vieille de la formulation de la gravitation de Newton, en cette fois considérant que la gravitation est un résultat, en fait, une propriété géométrique de l'espace-temps. Alors, donc la force de gravitation n'est plus une force, comme le stipulait Newton, mais véritablement donc une propriété de l'espace-temps, une propriété géométrique. Alors pour cela, donc il utilise un formalisme qu'on appelle formalisme tensoriel, qui est ni plus ni moins en fait un formalisme basé à l'aide de matrices. Donc on travaille dans un espace à 4 dimensions, hein, les 3 dimensions d'espace et de temps. Et donc ici je vous ai exprimé la distance infinitésimale, donc qui est mesurée à partir de ce tenseur x infinitésimal, mais que l'on doit multiplier par ce tenseur métrique qui, lui, nous donne en fait la courbure de cet espace-temps. Donc je vous donne un exemple ici simple. Par exemple, pour un espace-temps plat, qu'on dit minkowskien, le tenseur métrique G mu nu, qu'on note cette fois pour l'espace minkowskien état mu nu, est diagonal, avec ici les 3 dimensions d'espace. Donc c'est l'espace euclidien, que je pense que vous connaissez, et une dimension de temps ici signée à -1. Donc on retrouve ici j'ai simplement développé ici l'expression tensorielle avec donc les 4 contributions des 4 dimensions de l'espace-temps. Donc après il suffit d'intégrer, donc ici la matrice est très simple, mais l'idée d'Einstein c'est qu'en présence de matière, cette matrice devient beaucoup plus compliquée, il y a des termes non diagonaux qui apparaissent, et donc ici lorsqu'on intègre cette distance infinitésimale, on n'obtient plus des lignes droites, mais ce qu'on appelle des géodésiques, qui est finalement le chemin le plus court à parcourir pour un objet, et qui décrit donc justement le mouvement des masses dans un champ de gravitation. Alors tout cela est résumé sous la forme d'une équation en fait très très simple, l'équation d'Einstein. Toute la théorie de la relativité générale est contenue dans cette équation. Donc avec ce que je viens d'expliquer, d'un côté le tenseur d'Einstein G mu nu, qui décrit la courbure de l'espace-temps, et de l'autre côté, cette courbure de l'espace-temps, elle dicte le mouvement des masses, qui est traduit dans ce tenseur énergie-impulsion. Et inversement, la présence de matière donne la courbure de l'espace-temps. Voilà, donc tout objet ou énergie suit cette courbure de l'espace-temps. Donc la lumière elle-même suit les géodésiques de l'espace-temps. Alors peu après cette théorie, de nombreux succès expérimentaux ont été rencontrés.
En fait, dans la foulée, cette théorie a permis d'expliquer, par exemple, l'anomalie du périhélie de Mercure. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc vous savez tous que Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle orbite autour du Soleil selon une orbite elliptique. Et en fait, on dit que cette ellipse précesse, c'est-à-dire qu'à chaque révolution de la planète autour du Soleil, il y a un petit décalage de ce point qu'on appelle périhélie, le point le plus proche du Soleil. Alors en fait, dans la théorie de Newton, ce décalage est déjà prédit, puisqu'en fait, il faut prendre en compte la présence des autres planètes et aussi le fait que le Soleil n'est pas exactement sphérique. Tout cela perturbe l'orbite et crée un petit décalage à chaque révolution. Pardon. Mais en fait, malgré tout, il restait un tout petit décalage qui restait à expliquer de 43 secondes d'arc. Et en fait, c'est un des succès de la relativité générale qui est de complètement éliminer ce petit effet supplémentaire. Donc ça, c'est la première vérification expérimentale qui a pu être faite de la théorie. Alors il y en a bien d'autres. Rapidement, je vous ai dit que la lumière elle-même était déviée par la présence de matière. Ce qui a été observé en 1919 pour la première fois lors d'une éclipse solaire. En fait, Sir Eddington a mesuré la position des étoiles autour de l'éclipse et s'est aperçu qu'elles n'étaient pas à leur position nominale. Et la déflexion de la lumière qui crée donc ce petit décalage est tout à fait compatible avec la théorie. Donc malgré, évidemment, à l'époque, la précision de ce genre d'expérience n'était pas très grande, mais malgré tout, on a pu confirmer la théorie par ce moyen-là. Même, dans le même registre, on a cet effet qu'on appelle l'antigravitationnel, toujours dû à la déflexion de la lumière par la présence de matière. Mais alors cette fois-ci à de beaucoup plus grandes échelles. On s'intéresse à des galaxies très lointaines qu'on voit ici sont complètement déformées et multipliées par la présence d'un objet massif sur le trajet de la lumière. Donc cet effet, là aussi prédit par la théorie, a été observé pour la première fois à la fin des années 70. On observait un quasar, en fait on croyait qu'il y en avait deux, on s'en est aperçu que c'était le même, qui était simplement plusieurs images du même quasar que l'on observait. Encore un effet, toujours un peu dans le même genre, donc en présence d'un fort champ de gravitation, en fait le temps est ralenti. Et donc si on imagine par exemple une source lumineuse qui s'éloigne de l'objet en question, alors sa fréquence va être modifiée. Alors selon dans le sens où on va, elle va croître ou décroître. Et on dit qu'on a un décalage vers le bleu ou vers le rouge, selon encore une fois le sens où la lumière se propage. Donc ça encore, c'est un effet qui a été vérifié expérimentalement assez tard vis-à-vis de la théorie, à la fin des années 50. Ok, alors maintenant je vais parler de conséquences, mais vraiment uniques de la théorie. La première, c'est l'existence d'objets qu'on appelle trous noirs. Alors qu'est-ce qu'un trou noir? C'est une région de l'espace-temps qui est déformée par un objet extrêmement compact. Alors quand on tombe par compact, donc en fait un trou noir existe à partir du moment où la masse est telle que même la lumière ne peut pas s'échapper du champ de gravitation de cet objet. Alors on peut calculer une grandeur caractéristique qui est le rayon à partir duquel justement rien ne peut s'échapper. En fait, le calcul aussi pour dériver cette formule, c'est extrêmement simple. Hein. On peut le faire classiquement avec la vitesse de la lumière et en regardant l'énergie potentielle et l'énergie cinétique associées. On peut trouver le rayon caractéristique d'un trou noir. C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, dû en fait à M. Schwarzschild qui, vous voyez, un an après la théorie de la relativité générale, a résolu les équations et a montré que ce type d'objet était une conséquence directe des équations d'Einstein. En fait, les trous noirs, au début, ça n'intéressait pas grand monde. Il a fallu attendre les années 60 pour qu'il y ait de grands développements théoriques associés à ces objets. Rapidement, M. Kerr en 1963 a résolu les équations dans le cas de trous noirs en rotation. Un peu plus tard, Newman a montré qu'il pouvait être chargé électriquement, pour finalement aboutir au théorème qui dit qu'un trou noir est complètement caractérisé par la donnée de trois paramètres: sa masse, son spin, autrement dit son moment orbital, et sa charge électrique.
Et un peu plus tard, Hawking et Penrose ont complètement démontré oui, ce que j'ai dit jusqu'à présent, ce qui gênait en fait les physiciens à propos de ces objets, c'est la présence de singularités dans la théorie. En fait, c'est en 1969 que Stephen Hawking et Richard Penrose ont montré que ces singularités n'avaient rien de non physique, mais étaient bien des solutions directes de la théorie d'Einstein. Alors aujourd'hui, les trous noirs, on a tendance à les classifier en plusieurs types. Il y a d'abord ce qu'on appelle les trous noirs stellaires, qui résultent en fait de l'effondrement d'étoiles massives. Alors il faut au minimum au moins 3 masses solaires. On est moins sûr sur la borne supérieure, mais au moins 3 masses solaires pour former un trou noir stellaire. Et il y a ensuite les trous noirs supermassifs, alors qui là sont véritablement des monstres en termes de masse. On parle de milliards de masses solaires. Alors on pense que en fait, ces monstres occupent en fait le centre des galaxies, et par exemple la nôtre, la Voie lactée. Et donc ils gagnent peu à peu en masse en accrétant toute la matière autour d'eux, toutes les étoiles, etc. Donc c'est comme ça qu'ils grossissent jusqu'à atteindre de telles masses. Et puis enfin des trous noirs un peu plus hypothétiques qu'on appelle primordiales. Donc ces objets se seraient formés lors des phases vraiment lorsque l'univers était très jeune, dû à des fluctuations très locales. Alors là, par contre, il est moins sûr que ce type d'objet ait pu exister, mais bon, pourquoi pas. Alors, a-t-on déjà observé des trous noirs? Alors oui, mais en fait de manière indirecte. En fait, ce que l'on observe, ce ne sont pas les trous noirs directement, mais ce qu'ils provoquent dans leur entourage. Par exemple, pour notre galaxie, si on regarde les étoiles près du centre, on s'aperçoit qu'elles ne bougent pas. Enfin, leur mouvement montre qu'il y a la présence d'un fort champ de gravitation en son centre. Et c'est pour cela qu'on suspecte la présence d'un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Autre manifestation, on peut regarder en fait lorsqu'un trou noir est entouré d'un disque de matière, donc il va accréter cette matière. Et donc à la fois par la friction qui se passe dans ce disque et aussi l'accélération des particules dues au fort champ de gravitation du trou noir, cela crée un rayonnement électromagnétique X très puissant que l'on a pu observer dans des objets tels que ce qu'on appelle des X-ray binaries et des quasars. Donc ce sont typiquement des genres de phénomènes que l'on observe et qu'on attribue à la présence de trous noirs. Alors avec ce transparent, je voulais vous donner quelques ordres de grandeur. Je vous rappelle donc l'expression du rayon de Schwarzschild que j'ai calculé ici pour certaines catégories d'objets stellaires. Donc d'abord la Terre, si on calcule le rayon de Schwarzschild, on s'aperçoit qu'il ne mesure que quelques millimètres. À comparer à son rayon physique, on voit bien qu'il n'y a aucune chance que la Terre devienne un trou noir. Pareil pour le Soleil. Là, cette fois-ci, c'est quelques kilomètres, mais comparé à sa taille, encore une fois, il n'y a pas de risque d'obtenir un trou noir. Par contre, ici, on commence à s'intéresser à des objets très compacts, des étoiles à neutrons, qui sont extrêmement massives et très petites, de l'ordre de quelques kilomètres. Et on s'approche cette fois-ci quelques dizaines de kilomètres, on s'approche du rayon critique de Schwarzschild. Et donc la catégorie juste au-dessus, c'est les trous noirs dont je viens de parler, qui cette fois-ci, le rayon physique est bien inférieur au rayon de Schwarzschild donné par la masse du trou noir.